déjà, je vous souhaite à tous la bienvenue. Je suis très contente d'être là. Je voulais te remercier, Patrick, aussi, de m'avoir donné cette opportunité de venir donner cette conférence avec vous ce soir. Moi, je suis Marie Deléa, je suis thérapeute et kinésiologue. Et en fait, je parle à votre subconscient au travers du corps pour identifier et libérer les blocages qui vous empêchent d'avoir la vie dont vous rêvez. C'est vraiment ça mon corps de métier. Et puis aujourd'hui, j'avais envie d'animer cette conférence qui va parler de l'épuisement et comment finalement activer les ressources pour arriver à se réaligner, à vivre un quotidien qui nous ressemble, qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien en fait. Mais avant d'aller plus loin, j'avais envie qu'on pose quelques bases parce que dans le domaine de la thérapie complémentaire, parfois les mots ils sont un peu flous ou ils peuvent être mal compris. Et je pense qu'on avance mieux si on parle tous le même langage en fait. Donc, hop. Voilà, j'avais envie qu'on puisse définir ensemble l'épuisement, qui n'est pas la même chose que la fatigue. Hein. On est vraiment sur un état de fatigue qui est intense, où du coup les ressources internes elles ne suffisent plus. Et ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir, c'était l'impact que ça peut avoir, cet épuisement, au niveau mental, au niveau physique et au niveau émotionnel. Ah non, je vais trop vite, pardon. La fatigue mentale, ou cet épuisement mental, en fait, il va avoir un impact au niveau cognitif. On peut avoir l'impression d'être dans un brouillard cognitif où on a de la difficulté à prendre des décisions, à se souvenir des petites choses du quotidien, on oublie un rendez-vous, on perd ses clés, etc. Et il y a vraiment cette surcharge mentale où on a l'impression de ne plus réussir à être fonctionnel au quotidien. Au niveau de l'épuisement physique, on est sur un manque d'énergie qui est constant. Et ce manque d'énergie qui est constant, ça va avoir un impact sur l'immunité, ça va avoir un impact sur la motivation. Et du coup, c'est extrêmement difficile de se mobiliser et de pouvoir aller de l'avant. Et puis l'épuisement au niveau émotionnel, je pense que le repère en fait le plus évident, c'est ce moment où il y a une perte d'empathie. On n'arrive plus parce qu'on n'a plus d'empathie, on n'a plus suffisamment d'empathie pour soi-même et du coup c'est hyper difficile d'avoir de l'empathie pour les autres aussi et c'est comme une espèce de sentiment de vide qui va se manifester à l'intérieur et du coup une vulnérabilité qui va être vraiment accrue au stress. Donc l'idée c'est de pouvoir vraiment retrouver plus d'énergie pour pouvoir mobiliser différentes ressources et puis pouvoir aller petit à petit retrouver l'alignement. Et l'alignement pour moi c'est une notion dont on entend beaucoup parler mais qui finalement est rarement définie. C'est vraiment pouvoir trouver cet équilibre entre l'esprit, le cerveau, le mental, le cœur et le corps. Et l'idée, c'est que finalement, cet équilibre, on va le voir quand nos pensées, elles vont être plutôt orientées positives, elles vont être plutôt avec un dialogue intérieur qui va être soutenant, qui va être sympathique et qui ne va pas être constamment orienté menace. Au niveau émotionnel, c'est le même cas de figure, finalement. L'idée, c'est que oui, on a des émotions qui peuvent être catégorisées comme négatives, mais on a les ressources pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir les accueillir, et puis en faire quelque chose qui va finalement pouvoir être positif. Et l'impact sur le corps, l'alignement dans le corps, c'est déjà le moment où c'est qu'on a peut-être plus ces symptômes bizarres qui sont inexpliqués, qu'on ne sait pas trop d'où ils viennent et qui finalement sont peut-être le résultat du subconscient qui communique par le biais du corps et de pouvoir finalement, quand on est aligné, avoir les comportements qui sont cohérents avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on sent dans le corps et avec ce qu'on pense. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ce vocabulaire, il vous semble cohérent? On est raccord, c'est parfait. Le but de cette conférence aujourd'hui, c'est de pouvoir
finalement valoriser la prévention et puis de pouvoir retrouver petit à petit des techniques, des outils qui vont vous permettre de vous reconnecter à votre propre alignement. Et la base, je pense, c'est vraiment de pouvoir commencer par prendre soin de soi. Alors, moi je suis thérapeute complémentaire, je ne suis pas médecin, mais ces recommandations de base, c'est celles qu'on entend un peu tous les jours finalement, de pouvoir avoir une alimentation saine, d'avoir une activité physique. Ça ne veut pas dire d'aller courir un marathon, mais voilà, pouvoir se mobiliser, bouger, retrouver de la force, de pouvoir avoir un sommeil qui soit de bonne qualité et des liens sociaux. C'est hyper important. Les liens sociaux, c'est vraiment le ciment émotionnel en fait qui va permettre aussi la bonne santé. Et derrière un écran, c'est une chose, en vrai, c'en est une autre. Aujourd'hui, je voulais vous présenter vraiment dans l'idée de pouvoir libérer cette fatigue qui va être mentale, cette surcharge, cette impression que les pensées elles envahissent tout, que ça tourne toujours à 300 km/h dans la tête, qu'il y a de l'angoisse, qu'il y a des doutes. C'est mon outil préféré, ceux qui me connaissent, ils savent que je ne fais pas un atelier où je ne parle pas de cohérence cardiaque, parce que c'est une technique qui est hyper simple, qui est super facile à utiliser, il n'y a pas besoin d'acheter du matériel ni rien du tout, et ça a des effets vraiment très très rapidement. La cohérence cardiaque, c'est une technique de respiration qui va permettre en fait de réguler la fréquence cardiaque, et ça va avoir un impact en fait sur le système sympathique et parasympathique du corps. Donc ça va permettre d'aller libérer le stress, ça va améliorer le sommeil, ça va permettre d'avoir une meilleure récupération, de diminuer aussi les crispations au niveau physique, parce qu'on sort de ce fameux système lutte ou fuite. Et vraiment, on va aller, en guillemets, appuyer sur la pédale du frein, en fait. Techniquement, comment ça se passe? Je vous ai mis le petit moyen mémotechnique, c'est la technique 365. L'idée, c'est le 3 pour pouvoir pratiquer 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Et 6 respirations par minute, en fait, l'idée, c'est de pouvoir faire une inspiration et une expiration sur un rythme. Pour faire 365, ce serait sur 5 secondes, mais en fait, peu importe que vous fassiez 5 secondes, 3 ou 10 secondes, c'est vraiment égal. En fait, l'idée, c'est de pouvoir être sur un rythme qui est régulier, où vous n'allez pas vous essouffler, et où vous pouvez tenir vos 5 minutes, où quand j'inspire, je compte jusqu'à 5 par exemple. Donc j'inspire 1, 2, 3, 4, 5, j'expire 1, 2, 3, 4, 5, et je fais ça pendant 5 minutes. Et si j'ai des pensées qui viennent, j'ai des pensées qui viennent. Si je me rappelle qu'il faut que je note sur ma liste de courses d'acheter des brocolis, c'est ok, c'est pas grave, c'est pas le sujet. On n'est pas sur une idée de concentration ou quoi que ce soit, on est vraiment sur l'idée de je vais calmer mon système nerveux, et pour calmer mon système nerveux, l'impact que je peux avoir, c'est ma respiration. Est-ce que ça vous semble clair ou vous avez besoin de plus d'informations? Tout bien. Si le sujet vous intéresse, sur le site internet du CHUV, il y a toute une partie cohérence cardiaque qui donne des modes d'emploi, qui cite des études, il y a plein de sources, c'est hyper intéressant. Donc si le sujet vous intéresse, c'est une très bonne ressource si jamais. Et puis si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin aussi sur cette question-là, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai une chaîne YouTube avec 5 vidéos, pas exagéré. Donc vous pouvez retrouver, si jamais, ce contenu-là facilement. Magnifique. Au niveau de l'épuisement plus physique, il y a un moment où il n'y a pas de miracle, il va falloir pouvoir reposer le corps. Et pour reposer le corps,
d'avoir reposé le mental avant, c'est plutôt un bon présupposé. Parce que finalement, on peut être installé sur son canapé avec les pensées qui tournent à 1000 à l'heure. Oui, le corps il se repose un petit peu, mais si on est hyper tendu à cause de tout ce qu'on est en train de ruminer dans notre tête, le repos il va être de moins bonne qualité. Toutefois, sur un corps qui est épuisé, c'est compliqué en fait de pouvoir aller travailler de l'émotionnel ou du mental. Donc si vous vous sentez vraiment fatigué, la micro-sieste, c'est vraiment une super ressource. C'est de se dire, en fait, du moment où j'ai le temps de pouvoir me poser 20 minutes, je le fais. Ça peut être dans votre voiture, ça peut être dans votre bureau. J'ai une cliente, elle me disait qu'elle s'était acheté un petit matelas qu'elle mettait sous son bureau. Ça, les gens, ils ne la voyaient pas dormir. Puis elle fermait son bureau, personne ne savait qu'elle était là. Puis hop, elle allait se mettre sous son bureau, les jambes appuyées sur la chaise, et elle se faisait ses 20 minutes de sieste. L'idée des 20 minutes, c'est de ne pas partir en fait dans un sommeil trop profond. Parce que sinon, on se réveille, on est tout groggy. Potentiellement, on a mis un réveil après 35, 40 minutes ou 50 minutes, et puis on se réveille alors qu'on était en sommeil profond, on est interrompu dans notre cycle, et c'est pas l'idée, quoi, parce que vraiment, on va pas être bien. Alors que si on est sur les 20 premières minutes d'endormissement, là, on peut se réveiller, le corps, ça lui a fait du bien, et puis on peut continuer d'aller de l'avant. Toutes les techniques comme le yoga, le qigong, la marche en forêt, ça va être tout ce qui est sport doux, finalement, ça va être aussi des bonnes ressources, parce que des fois, on est tellement finalement dans notre tête que de se dire je vais me poser, en fait on n'y arrive pas, parce que ça suractive le mental, le fait que le corps soit calme, et des fois c'est plus reposant d'aller se faire une demi-heure de marche au bord du lac, tranquillou, à plat. Voilà, c'est pas l'idée d'être dans l'effort, mais c'est plutôt d'être dans la relaxation. Et une technique de relaxation qui est vraiment extrêmement efficace, c'est le scan corporel. Vous verrez, si la technique elle vous intéresse, vous trouvez du scan corporel sur YouTube de 5 minutes à 1 heure. Vraiment en termes de timing, vous avez un petit peu tout. Mais l'idée c'est de se dire, je me pose à quelque part où je vais être confortable dans mon corps. Ça peut être sur votre lit, un canapé, peu importe. Et un peu comme une méditation guidée, je vais aller porter mon attention sur comment il est mon corps. Et en général, ça commence par les pieds et on remonte les pieds, les chevilles, les genoux, etc. Et on va juste prendre un moment pour sentir comment c'est à l'intérieur. Pas pour changer quelque chose, pas pour améliorer, pas pour dans une idée de performance, mais vraiment juste pour contacter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Ah ouais, je vois que c'est tendu. Et des fois, juste le fait de l'observer, ça permet que ça change. Et ça, c'est des techniques de relaxation qui sont vraiment super efficaces, qui ne prennent pas beaucoup de temps. Et très vite, en fait, il y a un ancrage qui se fait, votre cerveau, votre mental, il sait que, quand on se met sur le canapé, et puis qu'elle met la vidéo, puis que je dois porter l'attention à qu'est-ce qui se passe dans mes pieds, et le corps tout de suite, en fait, assez rapidement, après 3-4 fois où on a pratiqué, il sait directement qu'est-ce qui va se passer. Et du coup, l'ancrage là, il est positif et il permet en fait d'accéder bien plus rapidement à cet état de relaxation et de détente. Et pour récupérer au niveau du coup de la fatigue plus émotionnelle, où on est submergé par nos émotions, où on a l'impression que chaque fois qu'il arrive quelque chose, on déborde. Ce que j'avais envie de vous proposer comme technique, c'est la méditation en pleine conscience et les micro-pratiques. Parce que la méditation en pleine conscience, c'est quelque chose qui peut faire peur, qui peut être un peu impressionnant comme ça. On a l'impression que faut s'asseoir sans bouger devant un mur blanc et puis arrêter ses pensées. Alors que finalement, arrêter ses pensées, en vrai, les gens lambda comme nous, je ne suis pas sûre que ce soit possible en fait. C'est un peu comme dire à votre intestin, j'aimerais que tu arrêtes de digérer. Notre cerveau, c'est son job, il fabrique des pensées.
Alors des fois elles sont chouettes pour nous, puis des fois elles sont un peu plus contrariantes, mais c'est son job. Après, c'est un choix et un entraînement de ne pas se laisser emporter par notre pensée. Et c'est là où la pleine conscience elle est intéressante, c'est de se dire je vais me focaliser sur ce que je suis en train de faire là maintenant. Oui, il y a des pensées qui vont passer, mais je ne vais pas me laisser emporter par la pensée. Et même si je me fais emporter par la pensée et que je me retrouve à Migros en train d'acheter mes brocolis, pour reprendre l'exemple précédent, en fait, au moment où je réalise, je reviens sur l'objet de mon attention, qui en général est le souffle, et je laisse passer la pensée. Et je fais confiance à mon esprit que je me souviendrai qu'il faut que j'aille acheter des brocolis, puis je le noterai sur la liste après. Parce que là, maintenant, je suis dans mon moment de méditation. Et pourquoi est-ce qu'on propose dans la méditation en pleine conscience l'ancrage sur le souffle? C'est de nouveau pour cette idée de simplicité, se dire, en fait, mon souffle, je l'ai toujours avec moi. Si je me dis que je vais me focaliser sur une musique ou sur une bougie, faut déjà que j'ai une bougie avec moi. Et si je suis dans ma voiture et que j'ai 10 minutes d'avance sur mon prochain rendez-vous, j'ai pas ma bougie avec moi. Alors que mon souffle, je l'ai et je peux me dire, tiens, j'ai 5 minutes pour pratiquer un peu de pleine conscience, trop bien. Et je me pose, j'observe mon souffle, il y a des pensées qui viennent, je reviens au souffle. Et c'est vraiment ça la pleine conscience. Les micro-pratiques, c'est le même principe en beaucoup plus court. Et l'idée, pour pouvoir se focaliser, c'est de pouvoir se connecter en fait à nos 5 sens. Donc je vous ai mis là une petite image de quelqu'un qui se lave les mains parce que je trouve que c'est vraiment une super micro-pratique, le fait de se laver les mains. C'est-à-dire en fait je vais me laver les mains en conscience et je vais me focaliser sur mes 5 sens. Donc comment c'est l'eau du robinet qui coule? Est-ce que j'aime bien ce son? Parce que non, je trouve que c'est trop fort. Après, je me connecte au toucher. Est-ce que cette eau sur mes mains, elle est trop chaude, elle est trop froide? Oh, j'aimerais bien que... Parfum du savon. Ou parfum du savon, etc., etc. Et c'est vrai que ces micro-pratiques, en fait, on peut pratiquer comme ça 5-6 fois dans la journée, 10 fois si vous voulez, en se lavant les dents. Moi, j'ai découvert que j'aimais pas mon dentifrice. En fait, je ne m'étais jamais posé la question, je me lavais les dents, quoi. Puis une fois, en me disant, tiens, je vais me laver les dents en micro-pratique, en pleine conscience, je disais, mais en fait, j'aime pas ce dentifrice, il me pique la langue, c'est hyper désagréable. J'avais pas, voilà, j'étais dans le rush, j'avais pas pris conscience de ça. Et ça peut être de peler aux carottes. Se dire, cette carotte-là, juste celle-là que je pèle maintenant, je le fais vraiment en étant focalisé sur ce que je fais. Le scratch. Est-ce que je trouve que ce son il est agréable? Est-ce que j'arrive à sentir l'odeur de la carotte pendant que je la pèle? Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Comment c'est la texture de cette carotte dans ma main, etc. etc. Et là, on a possibilité en fait vraiment de pratiquer du coup plusieurs fois dans la journée sur des tout petits moments. Et ça, ça permet d'aller calmer les émotions. Parce que pendant ce moment-là, en fait, je ne suis plus dans mon angoisse, je ne suis plus dans mon débordement émotionnel. Je ne suis plus en train de me dire j'aurais dû faire mieux, je suis trop nulle, je suis trop ceci, je ne suis pas assez cela, etc. Avec tout l'émotionnel que ça peut ramener. Une autre technique qui est assez surprenante, c'est le fait de compter. Je vous ai mis compter parce que je ne voulais pas vous mettre faire des multiplications ou des soustractions puis vous partir en courant. Mais effectivement, quand on est complètement débordé par nos émotions, si on peut dire schématiquement que c'est comme si le cerveau, il met toute l'énergie sur la pièce émotion. Et du coup, il n'y a plus d'énergie pour aller mettre de la lumière dans les autres pièces. La pièce intelligence, la pièce ressenti corporel, etc. Donc l'idée, pour un peu désactiver ce côté émotionnel qui est suractivé, c'est de se dire, je vais faire quelque chose de bien logico-mathématique, de bien intellectuel, pour vraiment pouvoir couper ce ressenti qui est trop désagréable. Ça ne veut pas dire que je vais supprimer mon émotion, et puis en fait, j'en tiens pas compte, je la mets sous la table, et puis je ferme la porte à clé, et puis je m'en occuperai jamais. C'est juste se dire, là c'est trop intense, et j'ai besoin que ça redescende. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit avec le cœur qui palpite parce que vous avez fait un cauchemar et puis que ça vous réactive,
des souvenirs un peu traumatisants et puis que vous vous dites oh là là, mais j'ai l'impression que je suis à 2 doigts de la crise d'angoisse, vous prenez 1472 puis vous enlevez 17. Puis vous prenez le résultat, puis vous enlevez 17. Puis vous prenez le résultat, puis vous enlevez 17. Puis quand c'est trop facile, vous enlevez 12. Vous faites x2, 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 x2. L'idée, c'est que ce soit suffisamment compliqué pour que vous deviez quand même réfléchir, compter, mais pas que ce soit quelque chose de trop simple où finalement, si je me dis juste je vais faire de 20 à 0 en comptant à l'envers en -2, c'est trop facile. Mais mon esprit va partir, je vais avoir des pensées. Je vais penser 18, et puis 18, ça me rappelle que c'est l'âge de mon fils, et puis mon fils justement, puis hop, on est parti. Donc c'est pas l'idée. C'est vraiment de trouver quelque chose qui est suffisamment compliqué pour que ça prenne toute votre énergie. Et expérience faite, en 3-4 minutes, le corps il se calme. Puis au moment où la sensation elle est calme à l'intérieur, là je peux aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi mon émotion. Et c'est là où on peut travailler à accueillir nos émotions. Parce que si je suis tellement dans le débordement, en fait, je vais bien sentir qu'il y a un truc qui se passe à l'intérieur, mais en fait, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Parce que ça m'active trop. Et l'idée, c'est vraiment pouvoir conscientiser, reconnaître les sensations que j'ai dans le corps, pour pouvoir dire, ah tiens, en fait, je sais que quand ça serre ici, que ça crispe là, et puis que j'ai quand même un petit peu les yeux qui commencent de se mouiller, chez moi, ça c'est la frustration. Il y a un peu de colère, ça crispe, ça serre, mais en même temps je suis triste parce que ça ne se passe pas comme j'aurais voulu que ça se passe. Donc j'ai un petit peu d'eau dans les yeux. Ça, moi, c'est mes symptômes et je sais que je peux identifier mon émotion. Et quand j'ai identifié mon émotion, je peux me dire, ok, je sens ce qui se passe à l'intérieur de moi et c'est quoi le besoin? Qu'est-ce qu'elle vient me dire cette émotion? Parce qu'en fait, une émotion, c'est un messager. C'est un peu le facteur qui vient toquer à la porte et qui vous dit j'ai un paquet pour vous. Et s'il voit que vous êtes là, le facteur, puis que vous ne lui ouvrez pas la porte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sonner, il va se dire que vous n'avez pas entendu qu'il était là. Et l'émotion, c'est la même chose. Elle va se manifester de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'enfin on lui ouvre la porte, on lui dit hey, salut frustration, je te vois, je te reconnais, je vois que j'ai besoin qu'il y ait quelque chose qui change et puis que j'ai besoin de pouvoir accéder ou faire le deuil d'un désir, par exemple. Et après, je peux prendre une décision. Parce que j'ai conscientisé ce qui se passait, j'ai accueilli mon émotion en comprenant le besoin qu'il y avait derrière, et puis je respecte le message. Et je ne me juge pas. Je vis ce processus avec bienveillance, sans me dire que, oh là là, quand même, je suis nouveau frustrée, je pourrais faire un effort, et puis il faut se contenter de ce qu'il faut dans la vie, nanana. Non, l'idée c'est, voilà, j'ai une émotion, il y a quelque chose qui se passe, et j'essaie d'aller entendre quel est le message, quel est le besoin derrière, avec bienveillance pour moi-même. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai présenté, parce que je suis un peu allée à toute vitesse? Finalement, chaque fois qu'on a affaire à des exercices où on met la respiration dedans, on peut y mettre de la cohérence cardiaque, finalement. Complètement. Et la cohérence cardiaque, en général, on dit qu'on pratique pendant à peu près 5 minutes, vraiment pour aller donner l'information pendant suffisamment de temps au cerveau pour que ça ait le temps d'agir au niveau du système nerveux. Et après, c'est une très bonne introduction pour d'autres exercices de respiration avant une séance de yoga ou avant une séance de méditation, justement pour aller calmer le système et puis se dire maintenant je rentre dans une pratique où c'est que j'ai besoin de plus de calme, etc. Moi, ce que j'avais envie de vous proposer pour aujourd'hui, par rapport à ces outils que je vous ai présentés, c'est de se dire, en fait, pour commencer, c'est de pouvoir définir pour vous c'est quoi l'alignement en fait. Comment vous le sauriez dans un monde idéal que là vous vous sentez aligné. Comment vous allez le reconnaître dans votre corps? Ça va être quoi le discours intérieur? Ça va être quoi l'émotion?
Peut-être c'est du calme, peut-être c'est de la sérénité, peut-être que justement le discours intérieur, tout d'un coup, il va juste ralentir. Peut-être dans le corps, c'est de la détente. Mais déjà, juste reconnaître pour vous, c'est quoi l'alignement? Quand est-ce que je me sens alignée? Parce que je suis sûre qu'il y a plein de moments dans votre vie où vous vous sentez déjà aligné. Et d'y mettre de la conscience, ben, ça permet que la fois où on en a besoin, eh ben, on a les points de repère. Et puis après, ben, c'est de pouvoir se fixer des objectifs, de les évaluer et de les réadapter. Si vous dites, bah, tiens, pour que je puisse vivre plus d'alignement dans mon couple, par exemple, bah, une fois par semaine, je vais faire manger les enfants en premier, et puis après, on va manger en amoureux. Bah, peut-être que 3 semaines après, vous allez vous dire, mais en fait, une fois par semaine, ça ne va pas du tout. Les gamins, ils font n'importe quoi, j'arrive après, on n'arrive plus à les coucher, en fait, finalement, ça nous pourrit la soirée, c'était vraiment pas une bonne idée, et on réadapte. Et on le fait peut-être une fois par mois, mais du coup en allant au resto. Je dis n'importe quoi, c'est des idées comme ça. Hein. Mais c'est vraiment dans cette idée d'avoir de la bienveillance aussi avec les objectifs qu'on se fixe et de pouvoir les adapter au fur et à mesure de votre expérimentation. Parce que parfois, ben, on est plein de bonne volonté et puis comme quand on part pour commencer la course à pied et puis on part à toute vitesse là, et puis au bout de 100 mètres, ben, on n'en peut plus quoi. Et l'idée c'est de ne pas se dégoûter en fait. Donc le but c'est de pouvoir trouver ou réactiver des ressources déjà existantes, en trouver des nouvelles. Parce que finalement le but c'est de retrouver un maximum d'énergie quoi, dès le départ. Exactement. En allant calmer le corps, en allant donner de l'énergie, et puis ensuite en allant s'occuper et du mental et de l'émotionnel. Et c'est vrai que les ressources, ben, on en a tous, on en a beaucoup, mais parfois ben, on oublie qu'on les a. Hop. Et la kinésiologie dans tout ça, ben, elle peut aider parce que justement il y a cette idée d'approche globale où on est centré sur cet équilibre hein, entre le corps, l'esprit et l'émotionnel. Il y a aussi l'aspect énergétique, mais comme je vous en ai pas parlé, je vais pas m'étendre plus là-dessus. Mais l'idée, au niveau de la fatigue mentale, c'est de pouvoir travailler sur les croyances limitantes, justement pour aller changer ce discours intérieur où on croit plein de choses sur soi-même. Et ces croyances, souvent, ben, en fait, on ne les remet pas en doute, on ne les remet pas en question. C'est comme une espèce d'état de fait, comme ça. Moi, j'ai une croyance, je crois que je suis nulle en maths. Mais parce que j'ai bien compris aux équations en 8e année, et puis je me suis arrêtée à ça, quoi. Et après, ben, les maths, je ne les utilise pas tellement dans mon quotidien, finalement. En tout cas, pas les équations. Mais en fait, si je me pose vraiment la question, je suis capable de faire un pourcentage quand je vais faire les soldes. Ma comptabilité, c'est moi qui la gère. En fait, ça va très bien. Donc, peut-être que cette croyance que je suis nulle en maths, elle n'est peut-être pas fondée, en fait. Et là, c'est, entre guillemets, une croyance qui n'est pas trop limitante parce que je ne suis pas astrophysicien et du coup, dans mon quotidien, je n'utilise pas tellement les équations. Mais certaines croyances qu'on a, on ne les remet pas plus en question et tous les jours, elles se manifestent. Et du coup, maintenant, ce discours intérieur, ça devient limitant. Et il y a des choses qu'on ne fait pas et qu'on ne s'autorise pas à faire parce qu'on pense que. Au niveau de la fatigue physique, la kinésiologie, elle va permettre de libérer les mémoires corporelles parce que finalement, quand on a des stress, c'est pas rare qu'ils viennent se loger en fait au niveau du système énergétique et au niveau du corps physique et que ça génère des tensions. Je vous parlais de symptômes bizarres, inexpliqués tout à l'heure. Ça peut être de cet ordre-là. Et puis il y a aussi cette idée de pouvoir relancer toute la circulation énergétique. Quand il y a une circulation énergétique qui est bloquée, c'est un peu comme quand je vais faire une promenade en vélo au printemps, puis qu'en fait, j'ai pas touché mon vélo de tout l'hiver. Puis je suis un peu pressée, donc je pars avec mon vélo.
Puis je me rends compte au bout d'un moment qu'en fait mes pneus ils sont pas super bien gonflés. Ils sont suffisamment gonflés parce que je peux quand même rouler et puis que ça va, je peux avancer. Mais en fait, tout d'un coup, quand je tourne, je sens que ça tient pas très bien derrière. Et puis quand je suis en montée, là, si j'avais des pneus bien durs, bien gonflés, ce serait plus facile. Mais là, c'est compliqué, j'y arrive pas. Et j'aime bien cette analogie parce que finalement, quand notre système énergétique il est perturbé, ben, c'est un peu la même chose. J'arrive à fonctionner au quotidien, mais c'est pas facile quoi. Ça pourrait être plus simple, ça pourrait aller plus facilement, ça pourrait aller plus rapidement. Et puis au niveau émotionnel, la kinésiologie elle va permettre de rééquilibrer le système nerveux en identifiant les émotions qui sont automatisées ou qui sont déclencheurs pour pouvoir sortir de ce mode survie. Souvent ce qui se passe, c'est qu'on a un vécu sur lequel notre esprit il se fonde et il vient toujours repêcher la même émotion. Et du coup, je me retrouve par exemple à me sentir en colère alors qu'en fait il n'y a pas de raison fondamentalement que je sois en colère à cet instant-là. Mais n'empêche que c'est l'émotion qui vient. Et cette colère, c'est comme si elle vient, cette émotion, peu importe finalement, c'est comme si elle vient grignoter toute l'énergie. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir libérer ça, tous ces blocages émotionnels en fait qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et comme on équilibre le système au niveau global, on va avoir une récupération qui va être plus rapide et qui va être profonde et durable sur le long terme. Et ce que nous avons vu aujourd'hui, en fait, finalement, ces outils que je vous ai présentés, vous pourrez tous les retrouver sur mon site internet, dans la partie blog. Comme je vous disais avant, j'ai une ou deux vidéos qui parlent aussi de ces sujets-là. Et c'est une première porte. Mais c'est vrai que quand on veut sortir de l'épuisement puis rester aligné dans la durée, c'est assez rare qu'on puisse le faire tout seul en fait. Et je vois souvent des personnes qui partent des conférences ou des ateliers que je donne avec vraiment un vrai déclic. Et puis, quand je les recroise quelques semaines plus tard, potentiellement, ils me disent je suis retombée dans mes vieux schémas, je suis retombée dans mes automatismes. Et c'est pas qu'elles ont échoué, c'est juste que, en fait, ces systèmes de croyances, ces blocages, c'est des choses qui sont tellement profondes que, voilà, il faut les travailler sur la durée, il faut être accompagné. Et du coup, ça prend un petit peu du temps. Et du coup, c'est pour ça que je vous reçois en séance individuelle et puis que j'ai mis sur pied différents ateliers, notamment les ateliers des samedis de l'équilibre, vous avez les dates ici, que j'ai co-créé avec une coach, Vanessa Tomen-Rechik, qui est spécialisée, elle, dans la prévention du burn-out. Et puis, ensemble, on présente ces ateliers qui sont des samedis matins de 9h à midi. Et sur ces 3 dates, voilà, il y a l'idée de pouvoir trouver les clés pour préserver votre énergie et prendre soin de soi, parce que ça commence toujours par là. Les outils pour créer un équilibre et une confiance qui soit durable, où là on sera plus sur les aspects émotionnels. Et le 13 juin, ce sera un atelier spécial femmes, où l'idée c'est vraiment de pouvoir mieux connaître son cycle hormonal, mieux connaître aussi tout ce qui est en lien avec la préménopause et la période de ménopause, pour pouvoir honorer son cycle et puis de plus le vivre comme une contrainte et de plus le vivre comme quelque chose comme un empêcheur de tourner en rond en fait. Parce qu'une fois qu'on comprend mieux son cycle, on a vraiment d'autres clés pour pouvoir fonctionner au quotidien et puis se préserver et augmenter aussi son énergie, puis se libérer justement de cet épuisement qui peut être généré aussi par le système hormonal, et puis vivre ce quotidien plus aligné dont on a envie. Et puis les 7 et 8 novembre, je vais animer un séminaire qui est encore en gestation, donc voilà, j'ai mis pour aller encore plus loin, parce que c'est pas encore tout à fait mûr dans mon esprit, mais la date est fixée, ça aura lieu.
Et puis le mardi 2 juin, c'est un atelier qui aura lieu en soirée. Là, j'ai pas mis l'heure. Ce sera, je sais plus, à 20h, je crois. C'est un petit atelier de 1h30, 2h, où l'idée c'est vraiment de se concentrer sur cette question de culpabilité et puis de vous proposer des clés en fait pour vraiment pouvoir reprendre sa responsabilité et puis aussi pouvoir reprendre cette notion de temps, qui est quelque chose qui est vraiment souvent, en tout cas chez nous, les femmes, les mamans, quelque chose qui est très... Il y a beaucoup de culpabilité en fait dans cette idée de prendre soin de soi, de se dégager du temps, d'avoir vraiment du temps pour soi, etc. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est juste de garder cette info quelque part et puis de voir si ça résonne chez vous dans les prochains jours. Et puis vous retrouverez là aussi toutes les informations sur mon site internet si ça résonne et que vous avez envie d'aller un petit peu plus loin avec moi. Puis parfois, le bon moment, c'est plus tard. Puis en fait, ça va aussi. Puis avant de terminer, je voulais vraiment prendre le temps de vous remercier. Vous remercier d'être là, vous remercier de votre présence, de votre attention aussi, parce que c'est aussi ça qui donne le sens à ces moments de partage, à ces moments où on est tous ensemble finalement dans un même objectif, c'est de pouvoir retrouver de l'alignement. Et puis remercier encore une fois Patrick pour la tribune, pour la possibilité d'avoir été là ce soir. Et je reste à votre disposition pour toutes vos questions et puis pour échanger un petit peu plus tard. Merci. Merci beaucoup. Les questions, on les enregistre aussi ou tu... Comme ça, on... Oui, on peut. Ouais. Que... C'est un peu sombre là. Attends, je vais faire comme ça. Tac. Magnifique. Trop bien. Je sais pas s'il y a des questions. On coupera au montage. Moi aussi, je voulais profiter peut-être que tu es ici, tu as donné beaucoup de choses qu'on peut faire nous. Mais c'est vrai que des fois, c'est des choses peut-être qu'on a déjà entendues. Des fois, c'est pas facile à retrouver cet alignement parce qu'il y a vraiment peut-être des fois un débordement. Et tu parlais justement de la kinésiologie, pourquoi des fois nous, on n'arrive pas à contrôler ça et comment on ne peut pas le contrôler avec la volonté et comment ça rentre en jeu la kinésiologie là. Aussi peut-être pour ceux qui c'est la première fois qu'ils entendent le mot ou qu'est-ce qui fait que c'est vraiment un outil puissant pour quelqu'un qui se trouve en difficulté à gérer ça. Alors, là où la kinésiologie, elle va être vraiment hyper intéressante dans ce cas de figure où, si je comprends bien ta question, la personne elle est débordée puis du coup elle n'a plus accès à ses ressources, elle sait finalement plus qu'est-ce qui est bon pour elle, qu'est-ce qu'elle pourrait faire, alors que si c'était sa copine Jeanne, elle aurait plein d'idées de conseils à lui donner. C'est un peu ça ta question, hein? Oui, ou des fois on a, je pense, on a différents steps. Le fait de venir peut-être à cette conférence, ça veut déjà dire qu'on prend conscience que des fois on est un peu épuisé ou pas trop aligné. Ça c'est la première chose, mais une fois qu'on a pris conscience, il y a tous ces outils, mais des fois ça dépend un petit peu, mais le difficile c'est de les mettre en place. Oui. Ou ces schémas, ils nous captivent, comme tu disais, oui. plus fort que ce que nous on arrive à gérer. Et c'est peut-être là qu'on a besoin aussi d'une aide externe. Oui. Et le gros avantage, entre guillemets, de la kinésiologie, c'est justement qu'on va avoir accès, par le biais du subconscient, à ces ressources et à toutes ces références, toute cette mémoire, que quand on est tellement sous stress, on est un peu comme le petit cheval avec ses œillères. Tout ce qui est sur le côté, on ne le voit pas, parce que le stress, il vient comme refermer la possibilité. Donc on voit que ce qui nous stresse, on voit que ce qui nous inquiète. Et c'est vrai que le subconscient, il n'oublie rien. Tout est en mémoire, tout est là. Toutes les ressources qu'on a, elles existent. Mais si je ne sais pas que je les ai, en guillemets, ça me fait une belle jambe, quoi.
Et par le biais du testing musculaire, on va pouvoir avoir accès à ces informations en fait. Et petit à petit, avec les équilibrations, on va pouvoir comme rouvrir petit à petit ce champ des possibles avec du coup accès à différentes ressources, une autorégulation du corps qui va être renforcée et puis de nouveau accès à des souvenirs, à des expériences, à des succès, à des émotions, de la gratitude par exemple. Et du coup, on retrouve une liberté de choix où on n'est plus conditionné par nos expériences du passé. On garde l'expérience, mais en ayant libéré le stress, on n'est plus obligé de rester, on dit, mais fidèle à cette expérience. Et c'est vrai qu'avec la kinésiologie aussi, il y a un aspect, je trouve, qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut avoir accès du coup aussi aux mémoires du transgénérationnel. Donc, je vous parlais du conditionnement du passé, de mon passé, de mes expériences vécues, mais on peut aussi libérer en fait le transgénérationnel, c'est-à-dire les mémoires qui ont été transmises par l'épigénétique et ou par l'éducation, par le modèle parental, l'absence de modèle parental, et de pouvoir libérer en fait des choses qu'on ne sait même pas qu'on porte, des loyautés qu'on ne sait même pas qu'elles existent en fait, mais on sent bien que voilà, il y a quelque chose qui empêche. Et c'est vrai que le fait de savoir qu'on a des ressources et de ne pas réussir à les activer, souvent c'est parce que c'est comme si le stress il est plus important que la ressource. Mais ça c'est une vue de l'esprit. C'est un conditionnement et l'idée c'est vraiment de pouvoir équilibrer ça. Dire oui, j'ai peur. Je n'étais pas super à l'aise avant que vous arriviez, je vais vous le dire franchement. Mais voilà, c'est la 3e conférence que je donne, je sais que ça va bien se passer, je sais que ça me tient à cœur de transmettre ça, et j'ai décidé de plutôt voir l'opportunité de transmettre à plusieurs personnes, plutôt que la menace, peut-être qu'ils vont me juger, etc. Et avec les équilibrations, ça permet de pouvoir aller équilibrer un peu ce ratio menace-opportunité par exemple. Je ne sais pas si c'est clair, parce que moi je suis dedans toute la journée. Donc, le test musculaire que tu utilises, je le dis parce que j'ai fait des séances avec Mary, donc mon corps parle et tu as pu mettre en évidence des choses qui m'ont aidé à avoir des prises de conscience. Ça met le doigt là-dessus, ça permet de pouvoir travailler sur des croyances, comme tu dis, et souvent ce qui sort en kiné, je ne m'attends pas à ça. Et les messages qui sont là m'aident à avoir des prises de conscience qui finalement, après dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'on peut aussi intégrer dans la vie de tous les jours et puis être attentif à ce genre de choses, quoi. Bien sûr, le test aussi a révélé plein d'équilibrations qui ont été très bénéfiques. Et c'est ce que je trouve incroyable, c'est cet accès avec notre part d'inconscient finalement. Et tu te laisses guider finalement, quoi. Tu te laisses guider. C'est ça qui est génial, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est pas votre corps qui vous parle, c'est votre inconscient par le biais du corps. Donc moi, j'ai plein de classeurs avec plein de listes, avec plein de textes, avec plein de ressources que je trouve intéressantes, avec des extraits de livres, etc. Et puis en fait, par le biais du testing musculaire, je vérifie, il n'y a pas de stress, je vérifie, il y a un stress. Vraiment, le tonus musculaire, il est différent. Et là, je vous le fais de façon très démonstrative. Des fois, c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais c'est le fait qu'il y ait la présence d'un stress qui va me donner, moi, de l'information. Et vous me direz, mais oui, bon, toi, tu as lu tes livres et puis tu sais ce qu'il y a dans tes classeurs. Mais on part du présupposé que du moment où c'est que vous venez pour une séance de kinésiologie, votre subconscient et le mien, ils vont communiquer ensemble. Un petit peu comme si je branche mon ordinateur sur celui de Patrick, j'ai accès à de l'information. Puis quand vous repartez, c'est comme si on débranche l'ordinateur et puis chacun repart avec ses informations finalement.
Et une chose que j'avais envie de dire aussi, je trouve qu'elle est vraiment importante, c'est que si de façon consciente ou inconsciente, il y a certains sujets que vous n'auriez pas envie qu'ils soient traités, eh ben, moi ou n'importe quel autre kinésiologue, on n'y aura pas accès en fait. Vous êtes toujours responsable, vous êtes toujours maître de votre séance. Même si finalement, ben, moi j'ai les outils, comme le garagiste, il a un super truc là pour dévisser les roues, hein, mais c'est que ça reste votre voiture quand même. Donc, ça reste votre séance, ça reste votre expérience, ça reste votre vie. Et moi je mets mes outils à disposition, tout simplement. On peut dire que le test musculaire révèle que le corps ment pas. Complètement. Complètement. J'en ai fait de la kinésiologie, puis ça m'a impressionné ça. C'est incroyable. Oui, et voilà, le fait de se dire, mais en fait, on sait tout, on a accès à tout. C'est juste, voilà, heureusement, consciemment, on ne se souvient pas de tout et puis on n'a pas accès à tout parce que je pense que ce serait insupportable au quotidien. Mais en fait, tout est là, quoi. Et s'il y a besoin de comprendre, s'il y a besoin de mettre du sens, eh ben, l'information, elle sortira. Et c'est vrai que des fois, je suis la première surprise. Hein. Je lis un texte, je suis là, qu'est-ce que je vais lui dire hein, parce que ça me semble vraiment un peu tiré par les cheveux, quoi. Ouais, mais après, bien souvent, tu me dis en quoi ça te parle, ça? Ben, après, l'explication fait sens avec ce que tu as trouvé. Mais c'est vrai que, voilà, en tant que thérapeute, des fois, on est surpris de ce qui peut sortir. Et voilà, souvent, comme vous dites, le corps ment pas. Ouais. Super, bah... Mais du coup, les ateliers qui sont proposés là, c'est des ateliers justement pour pouvoir s'exercer, à acquérir des nouveaux outils que tu peux prendre après dans la vie de tous les jours. Exactement. C'est beaucoup de pratique. C'est beaucoup de pratique, ouais. Et puis, la coach avec qui je travaille, Vanessa, elle utilise beaucoup de jeux. Elle est cofondatrice de la Musebar. Et d'utiliser le jeu, en fait, dans le quotidien et puis pendant ces ateliers pour que ça puisse être ludique, que les groupes puissent être sereins et puis qu'on puisse vraiment concrètement s'entraîner, que ce soit pas barbant, quoi. Et c'est vrai que c'est très très chouette de travailler comme ça. Ouais, c'est notre façon un peu légère d'accéder à l'inconscient. En jouant, on fait beaucoup de choses on raconte beaucoup de choses qu'on ne dirait pas autrement. Complètement, ouais. Dans les groupes aussi. C'est des groupes mixtes? Oui. À part les soirées. À part les soirées Sauf entre elles. Okay. Sinon, c'est des groupes mixtes. Super, voilà. On conclut, puis c'est vraiment discuter encore un peu. Oui, avec plaisir. Ça m'a fait plaisir parce que cet aspect de la plupart des choses qui se passent souvent dans notre vie, dans notre corps, on est convaincu que c'est en nous qu'on les contrôle, mais c'est déjà de respirer, de digérer. C'est tout notre inconscient qui fait aussi beaucoup dans notre comportement. Et le fait d'avoir des outils pour pouvoir gérer ça, je trouve que c'est magnifique. Après, dans mon utopie, ça serait beau si j'arrive un petit peu à transmettre des graines de vision du monde. Tu parlais de symptômes bizarres, ça, mais il faudrait voir une chose que notre corps il fait, pas pour qu'il a un besoin ou qu'il fait au hasard. Donc tout ce qu'on définit comme maladie, ça pourrait un peu changer d'idée, mais ça c'est aussi une vision un peu plus ample, mais dans la chose déjà de prendre conscience de ces aspects, de les mettre en pratique dans notre vie, je trouve que ça donne déjà beaucoup. Et puis voilà, donc aussi le reste des conférences, chaque fois on ajoute une petite graine aussi à ça. Donc merci beaucoup Meryl pour cette présentation et l'échange qu'on a eu aussi, et à vous aussi, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi. Et la prochaine conférence, Patrick? C'est santé au masculin. Donc voilà, aussi. On a tous des frères, des maris, voilà. des Vous cousins. pouvez envoyer,
C'est très fort, c'est clair. Non, mais c'est donc avec Olivier qui travaille la nutrition cellulaire. On va la faire ensemble. Une côté, ça va être un peu peut-être de poser un peu le cadre, de voir aussi pourquoi et comment des fois cet aspect de maladie et tout ça. D'autres, quel outil il y a avec la nutrition cellulaire pour prévenir, pour guérir, pour être mieux. Donc voilà. Après, on met, ça sera plutôt avec Sonia, sur la respiration. Ça va être aussi quelque chose de très chouette qu'on va faire. Et puis il y aura, on a fait, on a le côté santé au masculin aussi, l'accouchement orgasmique. C'est une doula qui viendra présenter. Et là, ça pourrait être intéressant parce que ça va donner aussi une vision des fois de l'accouchement, de l'être femme et tout, qui change un petit peu par certaines croyances qu'on a héritées, qu'on a reçues. Ça peut permettre de vivre un peu plus aisément aussi ce moment. Donc ça peut être intéressant, pas seulement pour celles qui sont enceintes, mais vraiment pour comprendre le côté féminin, mais aussi pour les hommes, d'avoir une vision différente des choses. Et puis cet automne, on donnera le programme après. Voilà. Merci beaucoup. C'est magnifique, merci. Merci. Il faudrait que la salle soit pleine. Il faudrait que la salle soit pleine. Ça va venir.